Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons faire un point sur l'économie chinoise en relation avec l'activité diplomatique assez intense de la Chine et du responsable chinois du Parti communiste et de la République populaire, à savoir Xi Jinping, dans ces semaines écoulées. Alors notamment ce qui a focalisé l'attention de la presse internationale ces semaines-là, il y a quelques semaines, c'est la rencontre entre le dirigeant chinois, donc Xi Jinping, et le président américain Joe Biden, au sommet de l'APEC du 15 au 17 novembre 2023 à San Francisco. Alors, l'APEC, c'est quoi ? L'APEC, c'est la coopération économique Asie-Pacifique, c'est un forum intergouvernemental qui regroupe 21 économies membres de la ceinture du Pacifique et qui promet le libre-échange en Asie-Pacifique. Basé à Singapour, l'APEC est l'un des plus anciens forums de la région Asie-Pacifique qui a une influence mondiale. La présence de Xi Jinping à ce forum, mi-novembre, était évidemment une forme de succès au niveau diplomatique, succès à la fois pour les États-Unis et pour la Chine. Pour les États-Unis qui ont pu montrer combien le président Xi Jinping était, on va dire, accueilli en grande pompe en réalité assez relative par rapport au protocole américain, et on va dire succès aussi peut-être un peu plus complexe pour les États-Unis et pour les milieux d'affaires qui ont pu, on va dire, avoir l'occasion de rencontrer le président chinois, et cette rencontre est à mettre au crédit de Joe Biden. Et évidemment, les relations entre le monde des affaires et la présidence est quelque chose à nourrir de façon extrêmement, on va dire, minutieuse à quelques mois des élections présidentielles américaines. Donc il est évident que pour les hommes d'affaires américains, rencontrer Xi Jinping, ça veut dire essayer d'avoir à nouveau un accès à ce marché chinois qui s'est fermé pendant de si nombreuses années durant le Covid et qui aujourd'hui connaît un relatif essoufflement. Et d'ailleurs, de ce fait-là, pourquoi est-ce que c'est important cette rencontre avec les grands dirigeants des grandes entreprises américaines ? C'est parce que la grande nouvelle de ces semaines, au niveau économique, c'est que la Chine a enregistré un déficit d'environ 12 milliards de dollars d'investissements étrangers, des fameux IDE, au cours des 3 mois se terminant fin septembre. Et c'est là quelque chose d'extrêmement nouveau, puisque avec plus de retraits que de nouveaux investissements pour la construction d'usines ou autres, c'est la première fois depuis 1998 que les IDE, les investissements étrangers, les investissements directs étrangers, sont négatifs. Donc les investissements qui passent en territoire négatif, c'est une première depuis 25 ans, et cela dénote plusieurs choses. Cela signifie que les entreprises étrangères ne réinvestissent pas leurs bénéfices en Chine, mais ça signifie aussi, et en même temps, qu'elles retirent l'argent du pays. Ce n'est pas seulement qu'elles ne continuent pas à investir, c'est qu'elles rapatrient leurs gains dans des autres pays ou aux États-Unis. Les sorties d'investissements directs étrangers, en fait, ça reflète la forte détérioration des perspectives économiques du pays, en même temps aussi que la crainte grandissante, on va dire, d'un choc, d'un conflit, ou en tout cas de tensions de plus en plus fortes entre la Chine et les États-Unis. Dans une enquête réalisée en septembre auprès des entreprises membres de la Chambre japonaise de commerce et d'industrie en Chine, près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'investiraient pas du tout en Chine en 2023. Donc ça montre un tout petit peu là où on en est. Et le ralentissement de l'économie et la lutte avec les États-Unis au niveau géopolitique
la Chine soutient la Russie et non pas l'Ukraine. La Chine a pris, en fait, on va dire, parti pour la Palestine et pas Israël. La Chine continue ses actions d'intimidation contre les Philippines. Donc vraiment un conflit larvé avec les États-Unis et ses alliés partout dans le monde, en Europe, au Proche-Orient, en Asie. Et aussi lutte au niveau technologique avec les restrictions dans les investissements technologiques. Et tout ça, ça crée en fait des doutes au niveau des investisseurs potentiels sur la capacité de rebond de la deuxième économie mondiale, la Chine, dans un contexte de détérioration de confiance des consommateurs et aussi des entreprises. Alors on sait que la crise du Covid et les mesures de confinement avaient provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, Apple a diversifié sa chaîne d'approvisionnement en délocalisant une partie de sa production en Inde. Mais avec le retour, avec la fin des mesures Covid, des mesures anti-Covid, la fin du confinement, la reprise, on va dire, des transports, la reprise des contacts internes à la Chine, il n'y a pas eu, en fait, de reprise de l'économie. Selon Nick Marot de Economic Intelligence Unit, davantage d'entreprises ont répondu, en fait, aux appels à la diversification, alors que ces tensions, justement, entre la Chine et les États-Unis se sont accrues, avec de nouvelles restrictions à l'exportation sur les matières premières et la technologie nécessaire à la fabrication de puces avancées, comme on sait, entre Pékin et les États-Unis. C'est vraiment aujourd'hui le foyer principal, on va dire, de tensions qui sont à la fois technologiques et économiques, le domaine des puces électroniques. Et si on examine les investissements étrangers, justement dans ce domaine des semi-conducteurs, qui est un domaine clé pour l'ensemble de l'économie, si donc, notamment par exemple pour tout ce qui est les voitures électriques, dont la Chine est aussi le principal producteur au niveau mondial. Donc si on examine les investissements étrangers dans le domaine des semi-conducteurs, la part de la Chine est tombée de 48% à 2018, donc 48%. Les investissements étrangers dans le secteur de semi-conducteurs, c'était de 48% en 2018, presque la moitié, à 1% en 2022. Donc ça, c'est un chiffre extrêmement frappant parce que même si on parle du capitalisme comme d'une force autonome, en réalité, on voit que le capitalisme traverse des institutions étatiques qui, en fait, lui donnent une dimension ou une autre. On va dire, cela n'influe pas sur on va dire, l'impétus propre au capitalisme d'être une force extractiviste en soi, mais on voit qu'il y a des manières de canaliser cette force, de manières de canaliser les flux, et quand on voit donc que la part des investissements étrangers dans le domaine des semi-conducteurs est passée de 48% en 2018 à 1% en 2022, du fait principalement des sanctions américaines, on voit l'impact que celles-ci ont eu. Et en revanche, évidemment, ironiquement, la part des États-Unis est passée de 0 à 37%. C'est-à-dire la part des investissements étrangers est passée de 48% à 1% en Chine et de 0 à 37% aux États-Unis. Et en Inde, à Singapour, en Malaisie, ça a aussi augmenté. Donc, en outre, ce qui s'est passé aussi, le pourquoi de cette fuite des capitaux, c'est que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont augmenté leur taux d'intérêt pour lutter, comme on sait, contre l'inflation, puisque l'inflation est évidemment, normalement, lutter contre l'inflation est normalement le point central de la Banque européenne, même si, en réalité, ce qu'on constate aussi, c'est que les banques centrales, quand elles disent qu'elles veulent lutter contre l'inflation, elles ont ce dont elles ont surtout peur, c'est pas tellement du renchérissement des prix des denrées et des matières premières, mais surtout des salaires. Alors qu'il y a eu, on va dire, une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe, les décideurs politiques chinois ont au contraire réduit le coût des emprunts pour soutenir l'économie et le secteur immobilier en difficulté.
Et dans ce contexte, le yuan s'est déprécié par rapport à l'euro et au dollar. Et donc, plutôt que de réinvestir des bénéfices chinois dans le pays, les entreprises qui disposaient de liquidités et de revenus excédentaires en Chine ont transféré ces fonds à l'étranger pour obtenir un retour sur investissement plus élevé, puisque les taux d'intérêt étaient plus élevés, se sont élevés aux États-Unis et en Europe qu'en Chine. En effet, donc on comprend bien que le coût plus élevé des emprunts permet des rendements plus élevés et donc cela change le flux des capitaux. Et c'est donc ce contexte d'investissement direct étranger négatif pour la première fois depuis 1998 qui explique le fait que Xi Jinping se soit rendu à l'APEC, le fait qu'il essaye de renouer le contact avec le Japon et la Corée du Sud, on y reviendra, mais évidemment cela sonne un peu faux après des années de diatribes anti-occidentales et d'affirmation de l'indépendance économique de la Chine. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.